Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Lison Lamandin, bienvenue dans ce 3e épisode de Télécampus, l'émission du BD Union où on va parler débat, on va parler actualité et ça pourra peut-être t'aider dans ton parcours étudiant. Alors pour bien débuter cet épisode, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Fabio Donascimento Mestre. Bonjour. Bonjour Fabio. Étudiant en 5e année au sein de l'ISCOM, ainsi que Julie Pavlikovski. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Alors, directrice adjointe chez Pigier Lille. Et enfin, Karl Beaumont. Bonjour. Bonjour Karl. Conseiller en formation au sein de l'école My Digital School. Et comment ça va aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Ça va Très bien, tranquillou. Tranquillou, on est là, on est bien, on est chill. Aujourd'hui, on va parler carrière et développement professionnel. C'est un sujet qui, on est d'accord, est assez large. Et je vous propose de vous mettre dans le bain en parlant chacun votre tour de votre parcours professionnel, tout simplement, pour qu'on apprenne un petit peu à vous connaître. Julie, je t'en prie, tu peux commencer. Ok. Moi, pour le coup, j'ai un parcours donc 100% alternance. J'ai un bac plus 5 que j'ai fait en alternance, d'abord en commerce, puis après en ressources humaines. Ce qui m'a valu à la sortie de mes études d'avoir tout de suite un poste à responsabilité dans un cabinet de recrutement et centre de formation pour professionnels. Et en parallèle de cette activité-là, je donnais des cours en tant qu'intervenante dans des écoles du groupe. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé de rejoindre la direction de Pigier dans le cadre de son ouverture en septembre 2022. Ok, ça marche. Karl, fais-nous découvrir ton monde. Alors, en ce qui concerne mon parcours, moi, de base, j'ai un titre de psychologue. Ah bon ? Je me suis un peu lancé en psycho par hasard, par curiosité après le bac. Et j'ai fini par me spécialiser sur ce qu'on appelle la psychologie du travail, qui regroupe en fait les champs des ressources humaines, du bien-être au travail, de l'évaluation de la personnalité et du recrutement. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'avais également une petite fibre geek et puis je m'intéressais à tout ce qui était nouvelles technologies. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'informatique en tant que chargé de recrutement, donc sur tout ce qui est l'évaluation de la personnalité. J'ai fait quasiment 10 ans dans ce domaine-là, avant d'arriver donc, chez My Digital School, donc toujours dans le domaine de l'informatique, mais sur cette fois-ci un rôle donc, de conseiller en formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore un peu la casquette recrutement parce que je m'occupe des admissions, mais il y a également de l'accompagnement et du conseil auprès des étudiants. Ce qui fait qu'il y a un peu une cohérence quand même sur le parcours, même si aujourd'hui, j'estime pas que j'occupe un rôle de psychologue, il y a quand même pas mal de choses autour de l'empathie, la capacité d'écoute, le conseil, l'accompagnement, et puis de rencontrer des gens que je peux conseiller dans leur choix de carrière. Ok, c'est cool, c'est génial. Et alors toi, Fabio ? Alors du coup, moi, étudiant encore en 5e année à l'ISCOM, avec une spécialité transformation digitale. Donc avant ça, j'ai fait aussi du commerce et de la vente. J'ai fait un BTS NDRC. Et durant une année, ensuite, j'ai travaillé après mon BTS, mais il me manquait cette chose, un peu peut-être la créativité, ce côté aussi stratégie. C'est pour ça que j'ai rejoint l'ISCOM en communication où j'ai trouvé ma voie. J'en suis plutôt content. Ok, d'accord. Ok. Alors c'est très intéressant parce que là on a des parcours assez différents, des expériences assez différentes, donc des points de vue aussi qui vont différer mais qui au final se retrouveront. Et du coup, il y a quelques questions qui me viennent à l'esprit, notamment pour vous, pour commencer. Voilà, est-ce que vos écoles du coup différentes aident énormément à la recherche, alors d'abord d'un stage, mais ensuite d'une alternance. Je pense que c'est l'alternance qui est le plus important entre guillemets, mais le stage a son importance aussi. Est-ce que vous trouvez que vos élèves déjà, pour commencer, ont des difficultés à trouver et comment est-ce que vous les aidez à surmonter ces difficultés ? Alors nous, chez Pigier, pour le coup, comme je l'évoquais, on est sur des parcours comme le mien finalement, de 5 années d'études en alternance, donc dès le post-bac. Et ce qui est sûr, c'est que la première année de recherche d'alternance, c'est la plus difficile. Ouais. Donc nous, on a mis en place un programme d'accompagnement renforcé qui est proposé aux étudiants et qui est même obligatoire, j'ai envie de dire. Un étudiant qui va s'inscrire chez nous va devoir participer à 5 ateliers de coaching de recherche d'alternance, donc des ateliers collectifs, et après aura le droit à un suivi individuel et personnalisé. L'objectif de ces ateliers-là, c'est de leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent trouver leur première alternance. Donc on va aborder avec eux le CV, la lettre de motivation, la stratégie de recherche d'emploi, le développement du réseau, on y reviendra je pense, et la préparation aux entretiens. Avec un regard assez innovant de faire finalement de la pratique. On n'est pas dans des ateliers théoriques où on va vous dire comment faire un CV, comment faire une lettre. En fait, on met en place des exercices qui leur permettent de se mettre dans la peau d'un recruteur, de prendre de la hauteur sur les métiers des recruteurs et des chargés de recrutement de manière générale, pour pouvoir se dire comment en tant que candidat je m'adapte à ça et quelle est la meilleure posture à avoir pour que je puisse trouver mon alternance. Ok, donc, d'accord. on travaille ça avec eux. Avant que tu commences, Karl, j'ai une petite question pour toi, Julie. Est-ce que tu trouves que les entreprises
alors j'allais dire peine, mais en réalité c'est pas une difficulté pour elles. Est-ce qu'elles sont un petit peu, pas tout à fait très d'accord pour prendre des premières années, qui n'ont encore eu, entre guillemets, une première expérience? Alors c'est sûr qu'il y a de la réticence parce que ça demande davantage d'accompagnement et de formation, notamment sur le savoir-être et sur les codes à avoir en entreprise, parce que pour la plupart, ils n'ont pas encore d'expérience professionnelle du tout. Ils ont juste fait un stage de découverte en 3e ou pendant le bac et ça s'arrête là. Donc c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus réticentes là-dessus, mais après c'est notre travail aussi de les accompagner dans le recrutement et de leur mettre en avant les meilleures pépites qu'on a, quoi. Ok, ça marche. Et qu'en est-il pour tes étudiants, toi, Karl? Je pense que voilà, l'accompagnement et puis l'aide à la recherche, ça fait partie de notre travail. Mais pour revenir sur le sujet effectivement des difficultés que peuvent rencontrer les étudiants pour trouver, ça peut aussi, je pense, dépendre du secteur d'activité. Enfin, moi, je vais avoir la visu sur le secteur du numérique, du digital, de l'informatique, qui est un domaine assez particulier parce qu'autant on le retrouve un petit peu dans toutes les entreprises. Je sais qu'il y a quelques années, sur les 10 dernières années, j'ai vu un peu l'évolution. À un moment donné, il y avait quand même un gros déséquilibre entre ce qu'on appelle l'offre et la demande, c'est-à-dire que toutes les entreprises recherchaient des gens qui avaient des compétences dans le numérique, dans le digital, dans l'informatique, mais il y avait très peu d'étudiants sur le marché de disponibles ou qui empruntaient ces filières-là. Là, j'ai l'impression qu'on commence à revenir à un équilibre, ce qui fait qu'il y a quand même un bon ratio. Pour autant, il y a quand même beaucoup de concurrence. Et ce que les étudiants nous disent et nous signalent dans leurs recherches, et ce qui ressort aussi, c'est il y a tout le monde qui recherche, il y a énormément d'écoles maintenant qui proposent ces filières-là, ces formations-là, et c'est comment je m'en sors, comment je me démarque, et puis qu'est-ce qui peut faire un peu la différence. Donc c'est vrai que gérer la concurrence qu'il y a et les entreprises qui reçoivent beaucoup de CV d'alternants, c'est vrai que ça peut être crucial dans leur démarche, quoi. D'accord, c'est vrai que je m'attendais un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire que non pas qu'il y ait beaucoup de demandes, mais plus d'offres, parce qu'aujourd'hui tout le monde a un petit peu envie d'être en alternance, c'est vraiment c'est le bon bail, quoi, si je peux dire ça comme ça. C'est la meilleure école. Voilà, exactement. Donc est-ce que tu trouves qu'il y a justement beaucoup plus, mais quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment, est-ce qu'il y a peut-être trop d'offres pour les demandes qu'il y a? Encore une fois, ça va dépendre du secteur d'activité, ça dépend des formations, du rythme. C'est vrai que là-dessus, en tout cas avec la visu que j'ai sur les métiers de l'informatique, je sais que c'est des secteurs où clairement il y a du boulot, hein. C'est pas des secteurs qui sont pénuriques en termes d'offres d'emploi. Après, côté entreprise, c'est vrai qu'ils vont vite rechercher des profils confirmés. C'est-à-dire que pareil, ok, les alternances c'est bien, par contre recruter quelqu'un qui est en début de carrière, qu'il faut encadrer, qui n'est pas autonome, etc. Sur ce type de métier, ça peut être un frein sur certaines entreprises où on va vite demander quelqu'un qui a 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, qui à la fois est pas trop cher, mais en même temps commence à avoir un peu d'années d'expérience. Et donc c'est pour ça qu'ils vont peut-être parfois être privilégiés au détriment des stagiaires et des alternants. D'accord. Et justement, avant de passer à Fabio, j'ai une petite question pour toi. Comment est-ce qu'on pallie à ça? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se défend quand une entreprise, en tant qu'étudiant, nous dit écoute, t'as pas assez d'années d'expérience, nous ici on veut quelqu'un qui a de l'expérience, etc., alors que c'est une alternance, c'est fait pour être formé par l'entreprise et par l'école. Comment est-ce qu'on se défend face à ça? Faut dire qu'il coûte moins cher, quoi. C'est tout. Ah oui, carrément. Non, je plaisante, il n'y a pas que ça, forcément. Je pense qu'au-delà de ce genre de choses, je pense que les entreprises aiment bien pouvoir un peu modeler, former ou avoir, on va dire, la main sur la manière dont va évoluer l'étudiant. Et la chance que peuvent avoir certains étudiants qui sont encore comme une page vierge, vont pouvoir apprendre des choses et puis être formés au process des entreprises, etc. Vont pas avoir forcément de mauvais réflexes acquérants. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de réflexions que peuvent avoir certaines entreprises sur, on va le former à nos métiers, à nos technos, aux outils qu'on utilise, ce qui peut être aussi un argument pour les entreprises et puis pour les étudiants. Ok, ça marche. Merci beaucoup. C'était vraiment un petit tip assez intéressant. Alors du coup, Fabio, toi, parle-nous un peu de ton expérience. Alors, je pense que déjà, tu as fait un stage. Je pense qu'on est tous passés par le stage. C'est sûr. Tous les ans? Tous les ans, depuis la 3e année. Depuis la 3e année, c'est-à-dire première et deuxième, c'était pas... La première et deuxième, j'étais en BTS, du coup j'ai eu des stages qui étaient beaucoup plus courts, donc de 3 semaines, et ensuite des stages de plusieurs mois qui sont plus professionnalisants. Ok, aujourd'hui tu es en alternance du coup. Alternance, c'est ça, en 5e année. Du coup, à l'ISCOM, nous avons la chance d'intégrer des alternances. Donc ça nous permet aussi de pouvoir mettre en pratique toute la théorie qu'on apprend en cours. Donc c'est toujours important pour nous aussi. Et aussi, ça nous fait un beau CV parce qu'ensuite, là, je suis en pleine recherche justement d'un futur emploi ensuite après mes études et je vois qu'il demande pas mal d'expérience. Donc c'est là où l'alternance est très importante parce que
Du coup, j'ai déjà 1 an d'expérience, plus les stages, ça peut même faire 2 ans si je comptabilise tout. Donc, c'est très important pour nous étudiants. Je pense aux étudiants, par exemple, qui choisissent peut-être pas la voie de l'alternance, qui ont plus de difficultés par la suite à trouver aussi des sociétés qui recherchent des personnes avec de l'expérience tout le temps. Ok, ça marche. Tu as rencontré quelques petites difficultés particulières ou pas ? Pour la recherche ? Pour la recherche, pour trouver... Pour la recherche, je pense comme tout le monde, on a toujours un peu des difficultés à trouver, mais aussi on a un pôle de formation ici à l'école aussi qui nous aide à trouver justement au sein des entreprises lilloises ou même jusque Paris. Donc qui nous apprennent aussi à former des CV, des lettres de motivation, à aussi bien tenir son LinkedIn parce que c'est important pour nous dans les métiers de la communication. On a beaucoup de conférences sur ça aussi. Donc ça a été difficile, mais c'est pas non plus horrible quoi. En fait, au final, au bout de quelques mois, j'ai même eu le choix plutôt de sélectionner les entreprises dans lesquelles je voulais aller. Donc au final, je pense que c'était pas la partie la plus difficile non plus. Ok, ça marche. Ok, donc toi, tu as eu assez de chance. Après, je pense que encore une fois, ça dépend du secteur. Je pense qu'il y en a qui seront vraiment plus sélectifs que d'autres. C'est propre à chaque personne aussi, je pense, parce que je sais que dans ma classe, on a des personnes qui sélectionnent des milieux bien particuliers, qui sont un peu plus bouchés que d'autres. Donc moi, c'était plus large, chargé de communication. Tout le monde en cherche plus ou moins. Donc ça dépend aussi de ces secteurs. Puis encore une fois, je pense que la première expérience, c'est la plus dure à trouver. Après, une fois qu'on a cumulé une première expérience, que ce soit en stage ou en alternance, la recherche suivante est beaucoup plus facile quand même. C'est ça. Ok, génial. Bon, du coup, effectivement, on a un petit peu abordé tout ça. Et comment est-ce que vous... Alors, je vais commencer par vous deux, encore une fois, parce que vraiment, je vais du côté de ceux qui ont déjà recruté, qui ont déjà été dans ce parcours-là. Comment est-ce que vous poussez vos élèves à se démarquer ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur dites réellement pour qu'ils se mettent en avant déjà, premièrement ? On en parlait un petit peu tout à l'heure, comment un petit peu se défendre au final face à un marché de l'emploi qui veut beaucoup d'expérience quand on n'en a pas tant que ça. Et comment est-ce que... Alors, on a parlé du LinkedIn aussi, par exemple. C'est ça. Est-ce que vous poussez aussi vos étudiants à parler un petit peu sur la LinkedIn, tout ça le réseau. Le réseau, pour moi, c'est vraiment le conseil number one. Alors, à titre personnel, je sais que quasiment tous les postes que j'ai occupés, je les ai trouvés via quelqu'un que je connaissais. Alors, c'est pas forcément des gens qui étaient décisionnaires sur le processus de recrutement, mais qui pouvaient faire se passer mon CV ou qui ont fait en sorte de décrocher un entretien. Et parfois, on sait que le plus dur, c'est justement de décrocher un entretien. Après, une fois que c'est fait, une fois que l'entretien est là, après la moitié du chemin est déjà parcouru. Mais si j'ai, je pense effectivement un conseil à donner aux étudiants, c'est d'essayer d'activer leur réseau. On a tous des amis en commun, des gens qui connaissent d'autres personnes, etc. Et je pense que arriver dans une entreprise en ayant été recommandé par quelqu'un, ça peut, on va dire, faire la différence. Ça peut quand même avoir un poids dans le processus de recrutement. Dans les métiers que j'ai exercés, notamment sur du chargé de recrutement, je le voyais, ce qu'on appelle la cooptation, donc recevoir le CV de quelqu'un ou alors avoir une recommandation de la part de quelqu'un, ça marche beaucoup parce que du coup la personne arrive, elle a déjà effectivement quelqu'un qui lui a parlé d'elle, qui lui a parlé de l'entreprise, donc peut-être que l'enjeu de préparation d'entretien il est déjà fait et encore une fois ça peut aussi activer, ouvrir des portes. Je pense que le fait de communiquer, d'avoir un réseau, même si c'est des gens parfois de manière complètement informelle, des gens avec qui on discute comme ça de tout et de rien, on peut se rendre compte qu'on a des connaissances en commun, surtout dans des milieux qui peuvent être un petit monde, que ce soit sur l'île ou dans différents secteurs d'activité. Et je pense que pour moi, c'est quand même important, quand on est dans une démarche de recherche active, d'ouvrir un petit peu ses portes et pas juste envoyer des candidatures en mode bouteille à la mer sans forcément avoir de retour là-dessus. Et je pense que parfois, ça va beaucoup plus vite d'échanger avec des gens qu'on connaît ou d'adresser les bonnes personnes, quoi. Ok. Et justement, Julie, tu l'as mentionné tout à l'heure, chez Piguet, c'est l'alternance dès la première année. Là, on vient de parler de réseau. Les étudiants viendront pas forcément avec un réseau déjà tout fait, peut-être pas avec un pied dans le bain, comme on dit. Alors, comment est-ce que vous faites pour pousser l'élève à déjà se faire un réseau quand il n'en a jamais fait, voire n'en a pas ? Comment est-ce que vous faites pour l'aider à surmonter ces difficultés, justement ? La première étape, déjà, c'est de rassurer les étudiants sur le fait que tout le monde ait un réseau.
parce que ça, tout le monde ne l'a pas en tête. Tout le monde identifie le réseau à un réseau professionnel, mais c'est pas que ça. Il y a aussi le réseau du coup personnel qui comprend la famille, les amis, etc. Et le réseau académique, parce qu'ils ont eu aussi des professeurs, ils ont des camarades de classe qui aussi eux-mêmes ont une famille, ont des amis, etc. Donc finalement, plus ils discutent autour d'eux, plus ils sont amenés à avoir des opportunités. Et c'est déjà là-dessus qu'on les sensibilise. Et après, effectivement, il y a le réseau professionnel qui est encore qui est aux prémices finalement de leur carrière. Donc ils ont très peu de réseaux professionnels, mais nous, pour le coup, on les accompagne aussi vachement dans la rencontre de professionnels à travers notamment des job dating, des conférences, ce genre de choses. Donc ils ont l'opportunité aussi de pouvoir développer leur réseau et s'identifier auprès de professionnels, quoi. Ok, d'accord. Donc vraiment, quand on débute dans ce milieu, ce qui démarque le plus, donc ça serait vraiment le réseau, les connaissances, quelqu'un qui peut aider, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut aider, ça serait vraiment ça. Faut aller aux after-work organisés par les BDE, quoi. C'est bête à dire, c'est un petit truc, bon moyen de se faire mais en vrai, c'est dans ce genre d'instance où chacun va discuter un petit peu de ses recherches, etc. Une anecdote, semaine dernière, j'étais un peu par hasard dans un fort organisé par un de nos BDE. Un peu par hasard. Voilà. Et pendant la soirée, en discutant, je discute avec un étudiant, et là j'apprends que dans le cadre de sa recherche d'alternance, il a passé un entretien dans la boîte où je travaillais avant. Complètement comme ça, et il m'en parle, je dis t'as rencontré qui? Il me dit j'ai rencontré un tel, je dis c'est mes anciennes collègues. Attends, je vais leur envoyer un petit message, et direct un petit WhatsApp, j'envoie à ma collègue, au fait t'as rencontré un tel, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Ça peut paraître un détail, mais le gars je le connaissais pas il y a 5 minutes, et puis là je me retrouve à lui envoyer un petit message à la personne qu'il a rencontré en entretien, et peut-être que ça peut faire la différence, et peut-être que il va trouver son alternance grâce à ça. Enfin, c'est ce genre de choses qui peut permettre aussi sur une opportunité, ou alors justement en discutant comme ça au cours d'une discussion, de pouvoir un peu booster sa recherche, et puis maximiser ses chances de trouver une entreprise, quoi. Ok. Ce qui est sûr, c'est que plus ils vont communiquer, que ce soit de la famille, des amis, des relations de soirée ou autre, plus ils auront des retombées. Donc c'est la première chose à leur dire, c'est ça, c'est parler de votre recherche autour de vous. Ne soyez pas timide, soyez curieux, et en fait il faut oser. Moi, c'est vraiment le premier conseil que je leur donne, c'est d'être osé, d'oser, et d'être un peu culotté. Des fois, ça aide aussi beaucoup, quoi. Étonnamment, oui. Et toi, Fabio, as-tu été culotté lors de ta recherche d'alternance? Alors moi, ce que je fais souvent, et ce qui marche très bien, c'est que sur LinkedIn, je vais rechercher les personnes qui travaillent dans l'entreprise dans lesquelles je postule. Et je leur envoie des petits messages. Est-ce que vous allez bien? Voilà, je suis à la recherche, j'ai postulé chez vous, voilà, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Au final, il y a un dialogue qui se fait, des fois il y a un feeling, des fois j'ai pas de réponse, ça arrive, c'est tout, c'est comme ça. Et au final, pour mon alternance, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Donc ça faisait déjà plus d'1 an et demi que j'étais en contact avec ces personnes-là. Pour un stage d'abord, au final, ils ne prenaient pas de stagiaire, du coup ça n'a pas été. Mais quand j'étais à la recherche d'alternance, j'ai postulé chez eux. Et à l'entretien, je suis arrivé et ils m'ont dit en fait, on te connaît déjà. On te connaît déjà parce que j'avais déjà envoyé plein de messages, et pendant 1 an, pratiquement, j'avais envoyé plusieurs candidatures. Donc, ils m'avaient déjà bien en tête. Donc, c'est là où il faut être culotté aussi. Il faut oser, je pense, parler. En fait, au final, c'est des personnes comme nous. Donc, il y a toujours ce feeling aussi à avoir. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, oui, il faut être culotté, je pense. Ok, surtout que sur LinkedIn, c'est pas facile. C'est un réseau qui est fait pour être professionnel de base. Sûr. Moi, je suis cordial comme dans un mail quand je vais sur LinkedIn. Donc, c'est ça, il faut être... après, je pense qu'il y a toujours ce milieu à avoir aussi. Il faut être cordial. En même temps, faut pas non plus se mettre une pression à fond. Ça reste aussi, comme je l'ai dit, des personnes... comme nous, au final, moi j'avais déjà contacté mes futurs collègues il y a plus d'1 an, et au final, ça m'a permis aussi de mieux m'intégrer, parce que le premier jour où je suis arrivé, ils me connaissaient déjà en fait. Ok, c'est une technique de ouf, ça. Je pense que c'est un bon réflexe d'approcher les gens avec qui potentiellement tu vas être amené à travailler, parce qu'il faut se dire que parfois les chargés de recrutement, les RH, etc., ils sont noyés par les candidatures, ils reçoivent des CV dans tous les sens, tandis que les opérationnels ou les gens de potentiellement ta future équipe vont peut-être avoir aussi du poids dans la décision. Dans le sens où ils ont leur mot à dire, parce que je le vois dans mon équipe souvent, c'est l'équipe qui a son mot à dire, parce que c'est elle qui va travailler avec nous au final pendant 1 an, donc c'est elle qui le sent ou pas, s'il y a un feeling ou pas. Donc, au final, c'est très important aussi.
Et je rejoins aussi Fabio sur le fait qu'en fait, il faut que les étudiants aient confiance en eux et qu'ils se mettent sur un pied d'égalité aussi face aux recruteurs. C'est pas uniquement le recruteur qui a une opportunité à apporter. L'alternant ou le futur stagiaire a aussi des choses à apporter à une entreprise, et ça, ils ont tendance à l'oublier, à se dévaloriser, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont pas forcément à l'aise dans leur approche, là où ils ont toute la légitimité de le faire finalement. Ok, alors la confiance en soi, alors ça c'est un point qui est vraiment assez important. Enfin personnellement je trouve ça très important parce que notamment dans ma classe par exemple mes camarades ont fait une fausse rencontre, un faux entretien d'embauche, une simulation tout à fait. Et moi mes camarades je les connais, je les vois pratiquer, je les vois faire ce qu'ils ont à faire, etc. Je sais qu'ils ont des compétences et étonnamment. Même si c'était un faux entretien d'embauche, ils n'arrivaient pas à se vendre. Et ça, je pense que ça vient du... Enfin, je pense, dites-moi si j'ai raison. Non, c'est un manque de confiance en soi. Généralement, on ne sait pas vraiment se vendre. Je pense aussi, Peut-être par pudeur, peut-être par manque d'expérience aussi pour se vendre. Alors, est-ce que vous faites... Et alors, je poserai aussi la question sous une autre... avec d'autres mots. Est-ce que vous faites des ateliers pour la confiance en soi, apprendre à se vendre ? Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui est mise en place, ou même en entretien individuel, par exemple ? Alors, des ateliers à proprement parler sur la confiance en soi, non. Par contre, notre rôle en tant que conseiller en formation, coach, etc., c'est plutôt de les accompagner à identifier leurs points forts, que ce soit en termes de compétences, mais aussi en termes de soft skills, comme on appelle aujourd'hui. Leur permettre de leur dire, aujourd'hui, vous avez tel potentiel, telle corde à votre arc, et il va falloir capitaliser là-dessus pour mieux vous vendre. Et après, on les accompagne surtout dans le pitch de présentation, qui permet justement de savoir se présenter et de se valoriser. C'est important ça. Je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'assurance qu'on peut avoir en entretien. Il y a des gens qui naturellement vont avoir un peu la tchatche ou vont savoir parler d'eux, et d'autres pas du tout. Donc après je pense qu'il faut savoir faire avec, et je pense qu'il faut rester naturel. Alors c'est un conseil qu'on peut donner aussi en entretien ou en préparation de simulation d'entretien, c'est soyez vous-même, soyez naturel, ayez un discours qui soit cohérent avec vous-même. Parce que si on est un petit peu dans le jeu, ou alors qu'on en fait des caisses et qu'on maîtrise pas le discours qu'on a, ça va se sentir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour un chargé de recrutement d'avoir un candidat où il joue un rôle, il récite un speech qui lui appartient pas, et je pense que c'est un truc qui se sent vraiment. Donc c'est ok d'être timide, c'est ok de pas avoir confiance en soi, c'est ok de pas avoir d'assurance, surtout quand on est en début de carrière ou quand on débute. Et je pense qu'il faut pas vouloir forcer à tout prix de montrer moi je maîtrise, t'inquiète, il y a pas de souci. Je pense que il faut rester humble, rester naturel, et puis se dire ok, j'ai d'autres qualités, et puis ne pas avoir d'assurance, c'est pas grave. C'est rare de recaler quelqu'un parce qu'il a pas assez d'assurance ou parce qu'il a pas confiance en soi. C'est effectivement dans le jeu d'entretien. Plus ça sera naturel, et plus l'échange sera fluide, et aussi plus le candidat sera à l'aise avec ce qu'il doit dire et avec comment il va mener l'échange, quoi. Carrément, et c'est comme l'a dit Fabio tout à l'heure, il faut le bon équilibre du coup dans ce genre, rester soi-même, rester humble, faut pas non plus faire ressortir, je vais pas dire ses défauts, mais quelques tares qui feront que on se démarque un peu de la mauvaise façon. Et alors du coup pour toi Fabio, j'ai une petite question. T'as fait combien d'entretiens d'embauche à peu près Une petite dizaine, je pense. Une petite dizaine ? Oui. Ah ouais, alors j'ai une question un petit peu pour tout le monde. Je vais commencer par toi, Fabio. Premier entretien d'embauche, comment est-ce que ça s'est passé ? Et comment s'est passé le dernier que tu as fait ? Alors c'est plutôt marrant. Le premier entretien d'embauche, je me souviens, j'étais quand même assez stressé, je pense. C'est toujours... puis aussi, on a l'âge, j'étais beaucoup plus jeune, pas d'expérience, donc moins de choses à dire aussi, je pense, au cours d'un entretien. Et le dernier, c'est que maintenant, j'y vais beaucoup plus... je suis beaucoup plus à l'aise. J'aime bien même en vrai passer des entretiens parce que je prends ça comme un échange. Je prends pas ça forcément comme un entretien. Je me mets pas de pression. Je me dis c'est un échange entre adultes en vrai au final. Et c'est une façon à moi aussi de voir si le feeling passe. Et pareil pour le recruteur, parce que je pense qu'il n'y a pas que le recruteur qui doit avoir ce sentiment. Nous aussi on doit avoir ce sentiment de feeling qui est très important. Et oui, je me mets beaucoup moins la pression maintenant en tout cas, je pense. Ok, c'est avec l'expérience des entretiens d'embauche. C'est l'expérience, c'est l'expérience de la vie professionnelle aussi. Au fur et à mesure des stages, des alternances, je suis entré dans le monde professionnel, j'ai une attitude plus pro aussi qu'au premier, je pense. Et du coup, ça aide beaucoup. Ok, génial. Petite question, juste par curiosité, c'était pourquoi le tout premier entretien ? Moi, c'était pour un stage justement en BTS. Ok, d'accord. Ouais, ok, ça marche. Alors du coup, j'aimerais bien vous poser la question aussi, parce que là, vous avez vraiment les années d'expérience. Non seulement maintenant, vous aidez au recrutement ou être carrément recruteur,
alors du coup, ça vient pas de nulle part. Allez, écoutez, première expérience dans un entretien d'embauche. Et pourquoi cette fois-ci? Parce que je suis très curieuse. Et comparé au dernier que vous avez pu faire, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé un peu. Alors mon tout premier entretien remonte à quand même quelques années, donc ça reste un peu flou, mais je me souviens qu'à l'époque effectivement j'y étais allée avec le sentiment de vouloir bien faire, donc belle petite tenue, le porte-revue avec le CV, la lettre de motivation, etc. Enfin, on sentait quand même, et c'est ce que je disais juste avant, qu'on était dans une démarche où on attendait quelque chose du recruteur, et effectivement il y avait peut-être un sujet de confiance, etc. Donc avec de l'appréhension, en soi, bon, ça s'était pas mal passé, mais c'est vrai que l'exercice était beaucoup plus compliqué que ce qui peut l'être aujourd'hui. Après, moi, je suis arrivée à un stade de ma carrière où finalement, j'ai plus aucune appréhension sur les entretiens. Je candidate plus déjà. C'est vrai qu'au bout d'un moment, finalement, avec l'expérience qui évolue, finalement, on candidate plus, on vient plutôt nous chercher. Donc les rôles s'inversent. Et finalement, les entretiens sont plutôt destinés à se dire, est-ce qu'on peut matcher ensemble? Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que l'opportunité qui se présente en face, elle colle réellement à ce que je veux faire de ma carrière? Est-ce que j'ai envie de quitter mon poste aujourd'hui pour faire autre chose? Donc finalement, plus on évolue dans l'évolution de carrière, plus les rôles s'inversent aussi. Et j'ai hâte que mes futurs étudiants soient dans cette posture-là, parce que ça voudra dire qu'ils ont eu une belle carrière depuis. Ok, carrément. Et toi, Karl, comment est-ce que tu t'es habillée pour ton premier Ça remonte un petit peu. Je devais avoir une chemise aussi, un peu comme aujourd'hui. J'en mets que pour les entretiens, les interviews. On rigole, mais c'est important, l'habiller au premier entretien d'embauche. Ouais. Après, c'est vrai que chaque entretien a été différent. Par contre, un truc que j'ai toujours fait, et je pense que ça peut être une bonne astuce aussi pour tous les gens qui sont en recherche ou qui sont amenés à passer des entretiens, c'est de se renseigner sur la personne que vous allez rencontrer. Faut stalker de ouf. Non, mais en vrai, je m'y attendais pas. C'est un conseil que je donne aux étudiants, c'est préparer l'entretien. Déjà, préparer l'entretien, renseignez-vous sur l'entreprise, ok, mais renseignez-vous aussi sur la personne que vous allez rencontrer. Parce que aujourd'hui, tout le monde a un profil LinkedIn, on peut trouver les informations facilement. Et je pense qu'en sachant un petit peu qui vous allez rencontrer en entretien, ça peut vous donner aussi plein d'infos sur comment aborder l'entretien. Ça va pas être la même manière si vous allez rencontrer le CEO, le dirigeant, ou alors si c'est effectivement un entretien avec une RH. Ça va pas être non plus le même type d'entretien si c'est quelqu'un qui a 6 mois d'ancienneté dans la boîte ou si c'est quelqu'un ça fait 10-15 ans dans la boîte. Ça peut être aussi l'occasion de vous rendre compte que finalement vous avez été dans la même école ou dans la même formation, ou ça se tombe vous êtes passé dans la même boîte que la personne que vous allez rencontrer. Du coup, ça fait déjà des points communs, potentiellement des sujets d'accroche. Ça peut donner, je pense, plein d'informations intéressantes de savoir un petit peu si la personne que vous allez avoir en face de vous, pareil, on parlait de l'âge tout à l'heure, si c'est quelqu'un qui a 25-30 ans, ça va peut-être pas être le même type d'entretien que quelqu'un qui en a 50-55. Et je pense que pour la préparation d'entretien, il faut regarder, savoir un petit peu qui vous allez rencontrer. Ça va déjà aussi permettre de savoir un peu à quelle sauce entre guillemets vous allez être mangé, et puis de préparer l'entretien en conséquence. C'est un truc que j'ai toujours fait, et c'est vrai que c'est quelque part ça m'a un peu rassuré aussi de déjà avoir des éléments sur la personne que j'allais voir, parce que on est d'accord, ça reste stressant de passer des entretiens, mais le fait déjà d'être renseigné dessus et de voir un petit peu de se préparer dans ce sens-là, ça peut être c'est un conseil que je peux donner en tout cas à tous ceux qui recherchent, quoi. Ok, ça marche. Et en parlant de recherche, alors je suis très curieuse aujourd'hui, j'ai vraiment une question, je pense que tout le monde se la pose et à chaque fois les réponses sont assez variées, et c'est pour ça que ça m'intéresse de la poser aujourd'hui. C'est entre la recherche, la trouvaille et le moment où il y a l'entretien d'embauche, c'est CV et lettre de motivation. J'entends souvent, parce que moi-même étant en recherche, forcément je me pose aussi la question, j'entends souvent que le dématérialisé maintenant, c'est beaucoup mieux apprécié que le CV papier lettre de motivation. Et pourtant, je vois encore des gens qui font la lettre de motivation à la main, écrite, et le CV donné papier, par exemple pendant un job dating ou pendant un forum quelconque. Alors, de vos expériences différentes, les CV dématérialisés, est-ce que c'est mieux vu que sur papier à l'heure actuelle? Alors, ça va dépendre de l'entreprise qu'on a en face de nous. Non, mais c'est la vérité, c'est qu'il y a encore des entreprises aujourd'hui qui sont très traditionnelles et qui vont vouloir justement un CV papier, une lettre de motivation. Et il y a des entreprises beaucoup plus modernes dans leur recrutement et dans leur approche RH qui vont se dire, non, moi j'ai envie d'avoir des étudiants en face de moi qui se démarquent. Et du coup, là, le CV vidéo, par exemple, peut être un bon levier. Oui. Après,
si on parle lettre de motivation, pour moi, c'est quand même un outil qui est amené à disparaître et très, très rapidement, finalement. Aujourd'hui, nous, chez Pigi, on conseille la lettre de motivation que dans certains cas, pas de manière systématique, plutôt quand on fait une candidature spontanée, parce que du coup, il faut donner du sens à pourquoi on démarche cette entreprise-là, par exemple, ou quand je suis en profil en reconversion et qu'en réalité, du coup, tout ce que j'ai sur mon CV ne colle pas du tout avec ce que je veux faire demain, et ça, il faut l'expliquer aussi. Donc, il y a vraiment des cas où ça nécessite effectivement d'avoir une lettre de motivation qui vient expliquer le projet. Par contre, il y a une tonne de lettres de motivation qui ne sont pas lues. Ça, c'est un fait. Donc, moi, je ne conseille pas aux étudiants de perdre du temps à en faire si ce n'est pas demandé par l'entreprise et si ça ne répond pas à un contexte bien spécifique. Ok, voilà. Ça marche. Ouais, le numérique, je suis dans une école qui s'appelle Digital School, donc forcément le papier, on oublie. Non, bien sûr, c'est vrai que le CV papier, ça fait déjà longtemps qu'il est plus utilisé. C'est vrai que dans l'informatique, non, c'est full numérique, quoi. Il y a même le CV tend à être remplacé par le profil LinkedIn, comme on en parlait tout à l'heure. C'est bien de l'avoir, mais si tu as un profil LinkedIn qui est suffisamment détaillé, normalement tu retrouves toutes tes infos, sans peut-être les coordonnées, etc. précises, mais aujourd'hui, il y a quand même une évolution sur la manière de postuler, sur la manière dont le recrutement évolue dans l'informatique. Mais c'est vrai que c'est un secteur d'activité et c'est peut-être pas les mêmes usages et les mêmes on va dire habitudes dans les autres domaines, quoi. Là encore une fois, on reparle de secteur, mais oui, effectivement dans l'informatique, ça m'est même pas venu à l'esprit. Évidemment, en papier, ça fait peut-être un peu trop traditionnel, je pense, pour le coup. Est-ce que tu es venu avec un CV papier ou une belle adresse mail avec tous les documents joints dedans ? Alors moi, ça a toujours été du digital. Ok, d'accord. Toujours, donc maintenant c'est même accompagné d'un petit QR code qui ramène du coup sur un portfolio, etc. Donc ça se fait, ça toujours assez cool. Alors sur le profil LinkedIn aussi, on peut faire ça. Mais oui, pour moi c'est clairement digitalisé maintenant. 100%. Digitalisé, ça ne viendrait même pas en tête de venir... non, ça ne me viendrait même pas à l'esprit de faire un... Enfin, surtout que je suis dans une filière digitale en plus, et je suis censé montrer aussi que j'ai des compétences graphiques. Donc voilà. Ok. Oui, ça dépend des domaines d'activité et des entreprises. Si on postule dans une entreprise qui est encore traditionnelle, c'est sûr qu'il faut s'adapter à son processus de recrutement. À l'inverse, si on veut se tourner vers des domaines d'activité ou des entreprises qui sont hyper modernes, il faut faire un CV plutôt vidéo ou un portfolio, des choses beaucoup plus novatrices. J'en profite d'ailleurs pour placer ça. Mon père, qui est informaticien, je l'ai mentionné en off tout à l'heure, m'a donné une merveilleuse idée. C'est de faire une carte de visite avec une petite pastille, qu'on appelle ça NFC, où on peut passer son téléphone dessus pour accéder à un portfolio, par exemple. Ça peut remplacer entre deux gros guillemets le QR code. Et puis il y a déjà l'adresse mail, les coordonnées qu'il faut, nom, prénom, un petit peu l'essentiel. Donc c'est une idée, un petit tips que je donne aujourd'hui. Si jamais, c'est un investissement encore une fois. Parce que ça doit coûter super cher de faire une NFC. Alors oui. Mais on est dans le futur, donc. J'ai même vu des cartes de visite vidéo, et là c'est encore un cran au-dessus. Mais je pense qu'en tant qu'étudiant, on s'en fait 3 et on les donne aux bonnes personnes là pour le coup. C'est vraiment un investissement, un truc un peu vénère. Tout à l'heure, Julie, tu as parlé de reconversion. Alors la reconversion, ça m'intéresse. Alors pas personnellement, le sujet m'intéresse. J'ai déjà pas été convertie, donc la reconversion, ça m'intéresse pas. Mais à ceux qui doutent un petit peu de leur avenir, qui doutent un petit peu de où est-ce qu'ils vont aller, etc., qui doutent aussi de leurs études là maintenant. Je pense que c'est important d'expliquer que la reconversion, ça n'est pas effrayant, ça ne fait pas peur et ça ne fait pas partir dans la mauvaise voie non plus. Parce que justement, le but de se reconvertir, c'est d'aller dans la bonne voie, de se chercher, de se retrouver. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Je sais que notamment, vous avez mentionné la reconversion tous les deux, toi dans tes études. Oui. Dans le BTS, tout à l'heure, on l'a mentionné. Toi aussi, qui étais d'abord psychologue. Je suis toujours, mais c'est juste que c'est pas le métier que j'exerce aujourd'hui. C'est juste que mes études m'ont amené à faire ça. Après, effectivement, de l'empathie, de la bienveillance et puis de la capacité d'écoute, il y en a dans plein d'autres métiers. Mais c'est vrai que, on va dire, c'est rigolo comme parcours, quoi. Voilà, mélanger ça à ce que tu fais aujourd'hui. La reconversion, est-ce que tu en parles parfois à tes élèves, justement Je sais que les études sont très précises déjà de base, donc parler de reconversion tout de suite, mais je suppose qu'il y a peut-être des étudiants en plein milieu de l'année qui se disent finalement, j'aime pas trop ça, finalement, le milieu dans lequel je suis pour mon alternance, j'aime pas trop ça, je suis plus sûre de moi. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont venus te dire ça et qu'est-ce que tu leur dis dans ces cas-là ?
Alors, pour le coup, effectivement, il y a 2 approches. Il y a effectivement les étudiants qui ont démarré une formation et qui s'y retrouvent pas et qui ont envie de faire autre chose. J'ai encore été confrontée à ça la semaine dernière avec un étudiant qui est aujourd'hui en BTS Management Commercial Opérationnel, donc destiné à travailler dans un point de vente, et qui me dit: j'aime pas cette vision-là de la vente, j'ai plutôt envie de faire de la vente de terrain. Ok, tu as le droit, et dans ces cas-là, l'année prochaine, on repart sur un BTS, donc comme a fait Fabio, négociation, digitalisation de la relation client, pour travailler plutôt sur le terrain. En fait, ce qu'on leur dit, c'est que, bien entendu, en sortie de bac, on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire de sa vie. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé, donc tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde a le droit de redémarrer, ça, c'est même pas un sujet, au contraire, ça permet aussi d'éliminer ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc on les accompagne là-dessus. Et après, chez Pigier, pour le coup, on a vraiment des vrais profils en reconversion professionnelle, entre 30 et 40 ans, qui rejoignent nos formations parce que justement, ils ont envie de donner un tournant à leur carrière. Et là, c'est encore un accompagnement différent. Ah oui, parce que j'ai mentionné les élèves qui aimeraient se reconvertir en plein milieu, mais j'ai pas parlé de ceux qui venaient pour se reconvertir chez Pigier. C'est un accompagnement qui est différent dans ces cas-là, ou est-ce que c'est pas vraiment, non, on les traite comme des étudiants comme les autres, quoi? Ils sont traités effectivement comme des étudiants comme les autres. Par contre, c'est des profils plus matures qu'il faut accompagner différemment d'un point de vue pédagogique, parce qu'ils ont déjà une certaine expérience, ils ont davantage d'exigences, ils ont des connaissances beaucoup plus développées. Donc ça demande à nos intervenants de s'adapter, en tout cas d'un point de vue pédagogique. Ok, d'accord. Oh, c'est intéressant, ça. Vraiment, j'avais même pas pensé pour le coup. Et toi qui toi-même t'es reconverti du coup, d'abord psychologue, Ouais, maintenant, alors il y a un sujet, je pense, qui est intéressant par rapport à ça, c'est aussi le rapport au travail. Je pense qu'on Ouais. on peut en parler, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un effet quand même générationnel, et on va dire que les générations sortantes là, qui sont diplômées n'ont pas forcément le même rapport au travail que celui que moi j'avais, que les générations précédentes, que nos parents avaient par rapport au travail. C'est vrai que quand je prends la génération de mes parents, pour eux c'était exemplaire de faire carrière dans la même boîte, c'est-à-dire de faire 20-25 ans de boîte, d'être toujours dans la même. Quand aujourd'hui ils voient entre guillemets des jeunes ou des gens sur le marché de l'emploi qui changent tous les 2-3 ans, pour eux c'est pas c'est pas une réussite en soi. Et au contraire, moi je trouve ça cool justement de pouvoir changer. Et comme on disait, donc le rapport au travail il a changé. Et je pense que voilà, les nouvelles générations vont aussi être beaucoup plus attentives à l'équilibre pro-perso. Si effectivement c'est un poste dans lequel ils se projettent pas, ils se voient pas évoluer, ils vont se dire tu sais quoi, en fait j'ai envie de changer, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire, en tout cas c'est plus ce que j'ai envie de faire, donc peut-être que je vais pouvoir faire autre chose. Et je pense que ça c'est important, et c'est ce qui explique aussi qu'il y a de plus en plus de reconversions, qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui changent du tout au tout parce qu'ils ont la possibilité de le faire, et que c'est moins mal vu entre guillemets qu'il y a 30-40 ans où effectivement c'était peut-être un peu plus compliqué. Après, il faut quand même pouvoir avoir les moyens de le faire. Je pense que c'est pas dans toutes les filières qu'on veut, il faut pouvoir aussi se le permettre. Mais aujourd'hui les étudiants, enfin j'ai beaucoup d'étudiants que je suis et que j'accompagne qui vont pas forcément se mettre la pression non plus à toujours devoir trouver un CDI dans une bonne boîte, etc., qui vont se dire bon le boulot c'est bien, mais j'ai plein d'autres sources d'épanouissement qui font que moi mon kiff effectivement c'est d'aller faire un tour du monde avant de commencer à bosser, et puis si effectivement j'ai envie d'arrêter et puis de faire une année sabbatique ou quoi, je vais le faire, encore une fois sous réserve que ce soit possible, parce que c'est pas donné à tout le monde de le faire, mais je trouve que il y a quand même plus forcément cette pression que se mettent aujourd'hui les étudiants de devoir à tout prix bosser, faire carrière, etc. Et ça va être plutôt est-ce qu'il y a du sens dans ce que je fais? S'il y en a, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis, peut-être que je trouverai ailleurs. Mais je pense que c'est des questions que se posent aujourd'hui fondamentalement les jeunes d'aujourd'hui, et qui sont aussi amenés à orienter leur recherche de boulot, quoi. Oui, d'autant plus que souvent les générations qui les précèdent, eux, ont pu être dans une, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans une même entreprise, toujours au même poste, imaginons, ou un peu plus au-dessus, ou un peu plus au-dessous, bref, qui fait que la reconversion, effectivement, c'est vrai que j'ai remarqué, et même chez des amis, que c'était pas très bien vu, comme si la personne se perdait, alors qu'en réalité, c'est une recherche réellement. Et je suppose que les écoles aussi sont un petit peu entraînées à ça, et justement... Toi, Fabio, oui. Justement, qui est d'abord allé en BTS, il faudrait que tu me le rappelles, je ne me rappelle NDRC, plus. Du coup, négociation, digitalisation de la relation client. D'accord, bon maintenant c'était dit à l'oral, moi je vais pas le retenir. C'était dit à l'oral, donc c'est très bien. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait changer de voie, entre guillemets? Je suppose que ça avait un lien aussi un petit peu avec... c'est sûr. voilà. Moi, en fait, ce qui m'a fait vraiment tilter que c'était pas la filière que je faisais, c'était les stages. D'où l'importance vraiment des stages, parce que c'est en entreprise où on voit si ça match ou pas avec le métier directement. C'était un métier que j'aimais quand même. Il y avait des parties franchement très, très cool, mais c'était pas un métier de carrière. Je pense pas que j'aurais fait toute ma carrière dans ce métier, clairement. Il manquait beaucoup cette partie créativité vraiment, et
toute une partie stratégie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai changé de filière après. Et au final, c'est vrai que c'est quand même un peu un lien parce que c'est des métiers tertiaires. Donc, ça se ressemble quand même assez. J'ai pu intégrer une troisième année directement. Donc, j'ai pas recommencé à zéro. Donc, ça, c'est quand même très cool aussi. Et au final, je pense, pour tous les étudiants, il faut pas se mettre de pression non plus. Une carrière, je pense, on va faire mille et une choses. On peut changer à tout moment. Je prends l'exemple de ma sœur, par exemple, qui a rien à voir, mais qui a été pendant 15 ans aide-soignante et qui aujourd'hui est patronne de 2 boulangeries. Donc, rien à voir. Ah oui, Totalement rien à voir, mais comme quoi, dans une vie, en fait, on peut faire plein de choses complètement différentes. Donc, faut pas se mettre de pression. Ok, ouais, tant que ça plaît. Hein. Et en réalité, je ne sais pas si on peut parler de reconversion, parce que justement, le monde du travail a fortement évolué. Aujourd'hui, effectivement, on ne fait plus une carrière pendant 10, 20 ans dans la même entreprise. On va plutôt saisir les opportunités. Et moi, j'aime bien parler de compétences transposables. Typiquement, ce n'est pas parce qu'on démarre en psychologie du travail qu'on ne peut pas être ensuite conseiller en formation dans une école. Parce que ce que Karl a développé en psychologie du travail, c'est des compétences qui peuvent se transposer sur un autre métier. Donc le terme de reconversion, aujourd'hui, je trouve qu'il est plus trop adapté finalement à l'évolution du marché du travail. Ok. Bon, après, je pense que c'était bien aussi le fait que tu aies mentionné les stages parce que d'un point de vue personnel, je trouve que c'est surtout aussi l'expérience des choses en général, enfin, notamment dans le milieu professionnel, du coup, qui fait que on se rend compte que c'était pas vraiment ça, je m'imaginais pas que c'était comme ça, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans mes proches, typiquement, j'ai des amis qui ont arrêté leurs études, qui n'aimaient pas ça. Et aujourd'hui, il y a cette pression un peu constante de la famille qui dit mais il faut continuer les études, il faut que tu finisses tes études, que tu aies un diplôme sécurisant, etc. Mais quand on n'est pas à l'aise, au final, ça ne sert à rien. C'est même parfois contre-productif. Donc c'est vrai que l'expérience, si vous êtes d'accord ou non, l'expérience, c'est ce qui fait que une reconversion professionnelle fonctionne. Clairement. On peut rebondir là-dessus, mais non, mais c'est ce qu'on a dit. Et voilà, c'est plutôt faut pas avoir peur d'avoir des parcours atypiques. Je pense, on parle de parcours atypiques, de reconversion, etc. Mais je pense qu'il y a quand même garder une cohérence. Et aujourd'hui, c'est OK d'exercer plein de métiers différents, de reprendre des études, de reprendre une formation, sans forcément savoir ce qu'on va devenir dans 5, 10 ou 15 ans, comme les recruteurs aiment bien poser comme question pendant l'entretien. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, je pense qu'il faut trouver du sens dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce dont ont besoin certaines personnes, certains étudiants, c'est de se retrouver dans leur boulot et pas de devoir non plus subir la routine, même si faut tous parfois faire un petit peu des concessions là-dessus, mais voilà, essayer de trouver une source d'épanouissement, que ça soit au boulot ou en dehors, qui permet de concilier un petit peu les deux. Mais je pense que c'est surtout ça qui va driver les gens aujourd'hui dans leur démarche et puis dans leur choix de carrière, dans leur choix de vie, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, maintenant, quand on parle d'entreprise et de poste d'entreprise, on parle beaucoup de valeurs. Un terme qui n'existait même pas avant. Maintenant, on se pose la question de quelles sont les valeurs de l'entreprise, est-ce que ça colle à mes valeurs à moi, et ça n'existait pas il y a quelques années en arrière. Donc effectivement, il y a beaucoup d'évolutions. Après, moi, je conseille quand même aux étudiants de trouver le juste milieu entre saisir les opportunités, bouger constamment et du coup réellement s'intéresser à un métier. Parce que j'ai parfois, moi, des étudiants qui, au bout de 2 mois, me disent c'est pas fait pour moi. T'as même pas encore fait le tour du métier, que tu dis que c'est pas fait pour toi, tu peux pas déjà le savoir. Donc, le juste milieu, c'est OK, être à l'écoute des opportunités et de ce que l'avenir peut me réserver, mais aussi aller en profondeur dans ce que j'entreprends pour être sûr de ne pas écarter des pistes par défaut ou parce qu'on n'a pas assez creusé. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment trouver le bon équilibre entre tout ça et avoir en tête aussi que une entreprise qui nous recrute, c'est quand même une entreprise qui a misé sur nous, qui nous a fait confiance et qu'on a un minimum de respect et de loyauté à avoir envers l'entreprise et qu'on ne claque pas la porte comme ça du jour au lendemain. Et malheureusement, c'est des sujets qu'on traite assez régulièrement. Okay. Mais il faut pouvoir, je pense, le faire tant qu'on peut, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi à des stades de nos vies qui nous, on va dire, poussent parfois à faire ça, ou parfois qui font qu'on n'a pas forcément le choix. Enfin, je prends l'exemple de nous, on n'a pas forcément de contraintes, on va dire, que ce soit en termes de géographie familiale, etc., qui fait que tu peux facilement changer d'une entreprise à une autre. Si ça te plaît pas, tu pars dans une autre d'activité. Je me mets à la place, je sais pas, voilà, de quelqu'un qui a des enfants, qui doit s'en occuper, etc. Ça, elle va peut-être pas être dans le même mood, en mode, je claque tout et puis je change de boulot.
c'est-à-dire période d'essai, ça veut dire il y a plein de choses qui fait que voilà, il y a des moments où tu as besoin d'être un petit peu entre guillemets en sécurité financière, hein, parce que voilà, il y a toute la vie, il y a tout le quotidien autour qui fait que tu as besoin aussi parfois d'un peu de stabilité et que tu peux pas non plus changer comme tu l'entends. Donc aussi, je pense qu'il y a des périodes où c'est bien justement de pas avoir peur de tester, de faire des choses, de se réorienter, puis de se reconvertir si jamais l'occasion se présente, quoi. Ok. Et toi qui es encore un petit peu dans les études, est-ce que tu as cette période un petit peu de test? Est-ce que tu recherches encore? Là, c'est ta dernière année d'études, on en a parlé tout à l'heure. C'est le dernier mois, après tout se joue, après c'est le stress. Je suis là pour te mettre la pression au final. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mais du coup, est-ce que tu te recherches quand même un petit peu encore, même si c'est, disons, abouti, dans un sens on peut dire que c'est abouti, tu te recherches quand même un petit peu encore? Je pense qu'on a tous des moments de doute dans une carrière. Je pense qu'il y a pas de... C'est pas que lorsqu'on est étudiant qu'on a des moments de doute, parce que je vois des fois des collègues qui sont déjà là depuis 10-15 ans, ils ont des petits coups de mou parce que à ce moment-là, il y a un projet qui marche pas et voilà, c'est tout, ça se fait. Et au final, je pense qu'il faut pas réagir à chaud aussi et tout claquer comme ça d'un coup et se dire non, j'aime pas, c'est pas mon métier. Au final, des fois, c'est juste une mauvaise passe, c'est juste ce moment, ça va pas, on a un projet avec lequel on matche pas et c'est tout, c'est comme ça. Donc oui, des fois j'ai des moments de doute, ça arrive quand le projet n'aboutit pas comme je le sens, comme je le veux, je me dis c'est peut-être pas fait pour moi et au final une semaine après je me dis bon si en fait c'est fait pour moi. Genre voilà, donc je pense qu'il faut juste pas se mettre de pression, vraiment y aller tranquillement et voilà, c'est tout, je pense. Ok, message très apaisant voilà. pour le coup. Et ne pas non plus être trop exigeant. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont très exigeants vis-à-vis des entreprises, alors qu'ils n'ont pas encore la maturité de se dire mais c'est quoi gérer une entreprise, pourquoi ces décisions sont prises comme ça, etc. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de sens dans les décisions qui sont prises au sein des entreprises, même si des fois ils ne les comprennent pas. Ça vaut le coup, encore une fois, je le disais tout à l'heure, d'être curieux pour savoir si justement on est au bon endroit ou pas, et non pas catégoriser tout de suite les entreprises, les managers ou autres, c'est important. Ok. Merci d'avoir répondu à cette question, parce que vraiment, moi-même, je la posais, et je pense que peut-être que les étudiants qui regarderont cette vidéo se la posaient aussi. Merci pour toutes les réponses que vous m'avez données, d'ailleurs, parce que c'était vraiment très varié, et c'était aussi très rassurant. Je pense que quand on est étudiant, on a aussi beaucoup besoin d'être rassuré, donc parfait. Vraiment, je peux pas dire mieux. Et bien, on touche à la fin de cet épisode, justement. Et si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, je vous recommande fortement d'aller les voir, qui sont aussi très intéressants, qui vont un petit peu présenter ce qu'est TV Campus et le BD Union. Pour ma part, je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube, effectivement, de TV Campus, du BD Union, aussi l'Instagram. Je vous recommande de mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve, du coup, dans 2 semaines. Merci à vous. Merci à vous encore une fois. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci à vous avant tout, parce que c'est vous qui avez fait cette émission aussi.